messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée sur Alizé. Merci de nous accueillir chez vous. L'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe a été assignée au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ce matin par la direction de Canal+, une audience en référé avec demande de condamnation de 500 € par heure et par personne à l'encontre des salariés grévistes de la société. Karine Géelman était présente à leur descente des marches du palais de justice. Après une heure d'audience devant le juge des référés, les grévistes de Canal Antilles, accompagnés par les dirigeants de l'UGTG, ressortent plus déterminés que jamais. La décision de la direction de refuser le médiateur proposé par le préfet n'est pas faite pour apaiser la colère qui s'est installée il y a bientôt un mois. Aujourd'hui, il a décidé de choisir la voie du pourrissement, puisque effectivement nous avons constaté qu'elle est mis en direction, qui a refusé d'assiser sur la table des négociations pour justement nous trouver en issue à conflit là. Au contraire, il a assigné l'UGTG. Après qu'il a assigné des salariés à Canal Satellite, il a trouvé que ça n'est pas suffisant. Donc là, il faut assigner carrément syndicat là. Donc aujourd'hui, nous avons bien vu qui comportement à direction là ça, en direction complètement méprisante et arrogante, qui a choisi justement d'une part de ne pas passer par la voie de la direction du travail, parce qu'encore rappelé que le préfet là t'est proposé en médiation, avait inspecté à travail là, il aurait refusé. Aujourd'hui là, il y a ni recours à des vigiles qui armés et qui là justement pour provoquer les salariés grévistes qui doivent entreprise là. Après cette assignation, le conflit semble prendre une autre tournure. Jusqu'ici en retrait, la centrale syndicale rentre dans la danse. Bon matin là, son attaque directe contre la centrale syndicale UGTG. L'UGTG, son confédération syndicale, et on a différents syndicats, comme l'UTT et d'autres syndicats qui sont affiliés à l'UGTG. Je dis là, le patronat, et c'est la totalité du patronat soutenu par l'État colonial français, soutenu par le MEDEF, qui derrière action là ça, c'est d'essayer de voir qui j'en attaquer l'UGTG directement. Donc nous avons fait savent que nous tentons attaque là ça 5 sur 5. Et que si c'est ça, nous pouvons prendre les dispositions pour que l'UGTG lui aussi rentre dans le conflit là. Puisque sans être dans le conflit là, il y a dit que nous sommes dedans. Donc nous sendons un message à eux 5 sur 5. Et d'ores et déjà, nous commandons tous les syndicats qui sont affiliés à l'UGTG, tous les militants, tous les adhérents, de prendre les dispositions pour nous aussi rentrer dans le conflit là, puisque dorénavant, la justice coloniale française, le MEDEF et direction à Canal+, a considéré que l'UGTG est en conflit avec eux. Le bras de fer entre l'UGTG et la direction de Canal Antilles a pour origine le licenciement pour faute grave d'un cadre. Le syndicat proteste également contre la fusion des entités Canal+ et Canal Satellite Caraïbes, ainsi que la mobilité des salariés des boutiques. Les techniciens de la région et de route de Guadeloupe étaient sur le terrain ce matin. Ils accompagnaient le président de région pour une visite des points d'engorgement de la circulation dans la conurbation pointoise. Un exemple parmi ces points d'engorgement, l'échangeur de Chauvel situé à la sortie de Pointe-à-Pitre. Je vous propose d'entendre Harry Chalus au terme de sa visite de terrain. Il est au micro de Muriel Barlagne. Ici à Chauvel, c'est cette bretelle qui existait, qu'ils ont fermée. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il y a possibilité de permettre aux voitures qui sortent de Chauvel, il y en a plein. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a EDF. Ils sont obligés de contourner le giratoire, coupant devant les voitures qui sortent devant l'hôpital pour pouvoir repartir sur Grand Camp. Donc cela crée un embouteillage incroyable devant l'hôpital. Donc nous sommes venus voir rapidement pour pouvoir ouvrir cette bretelle et soulager un peu, et par la suite lancer d'autres études pour pouvoir améliorer cela. Ce n'est pas normal qu'à cause de petites choses qu'on ait autant d'embouteillages en Guadeloupe. Un président de région très actif. Hier, il rencontrait les producteurs de bananes et a réaffirmé que la région Guadeloupe accompagnerait ses producteurs dans l'objectif des 100 000 tonnes de bananes produites en Guadeloupe. C'est ce qu'il a réaffirmé, c'est ce que a réaffirmé Harry Chalus, qui rencontrait les principaux acteurs de la filière en Guadeloupe, ainsi que le président de l'Union des groupements de producteurs de Guadeloupe et de Martinique. Détail avec Muriel Barlagne. Ils y travaillent depuis 3 ans. Les producteurs de bananes souhaitent passer le cap des 100 000 tonnes de bananes d'ici à 2020. Actuellement, le quota est fixé à 77 000 tonnes. C'est la quantité maximale à produire pour bénéficier d'une aide compensatoire financée par l'Europe. Pour produire plus, il faut une aide supplémentaire. La région Guadeloupe a rappelé son désir de financer ce projet.
augmenter de 77 000 à 100 000 tonnes, c'est 23 à peu près 1000 tonnes supplémentaires. Nous allons commencer, je pense, jusqu'à 2020, 2 millions par année, 1,8 million, 2 millions. Mais en principe, c'est 8 millions que ça fera. Donc je pense que l'État pourra nous accompagner. S'ils ont accompagné la Réunion, c'est la Réunion, je crois, M. Fruito, sur la canne à hauteur de 38 millions, je pense qu'ils pourront nous accompagner à 50-50. Pour défendre ce dossier auprès de la Commission européenne, les producteurs guadeloupéens comptent sur le soutien du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. Les précédentes rencontres ont été positives. Il faut dire que les arguments ne manquent pas. 23 000 tonnes de bananes de plus, c'est l'installation de 40 jeunes producteurs et la création de 500 emplois. Il s'agit aussi de répondre à une demande bien réelle. Nous avons la production, nous avons les hommes, nous avons un marché. Et je pense que c'est peut-être ça aussi la chose la plus importante, c'est que nous ne demandons pas à produire pour produire, nous demandons à produire parce qu'il y a un marché qui existe. La banane antillaise est demandée en métropole. Il en manque. Donc pourquoi aller produire ailleurs alors qu'on aurait pu le faire en Guadeloupe? Et je pense aujourd'hui, économiquement, ça serait quand même intéressant de mettre en place ce dispositif. Les producteurs souhaitent voir ce projet se réaliser dans les meilleurs délais. Dès 2017, ils voudraient être en mesure de commencer à produire plus. Vous savez, la banane, c'est un produit, il faut planter, il faut récolter, ça prend du temps. Donc nous sommes sur un projet, dans la meilleure des hypothèses, pour 2017. Bon, nous sommes déjà en mars 2016. Mais si en 2017, nous pouvons, et puis les 23 000 tonnes, nous n'allons pas les produire, la Guadeloupe ne va pas les produire du jour au lendemain. Elle va monter en production progressivement par rapport aux 70 000 tonnes de production actuelle. Pour arriver à 100 000 tonnes, allons dire que ça prendra certainement 3 ans. Mais si déjà en 2017, nous arrivons à mettre en terre et à produire 67 000 tonnes de bananes de plus, ça serait formidable. Après avoir rencontré les producteurs, le nouveau président de région a rendez-vous avec Stéphane Le Foll au mois d'avril à Paris. Une réunion qui dira peut-être dans quelle mesure l'État est réellement prêt à s'engager dans ce projet. Stéphane Le Foll, qui lors de sa visite en Guadeloupe début janvier 2015, s'était montré très attentif à cette demande des producteurs de bananes. Sachez que si 77 000 tonnes de bananes sont produites en Guadeloupe, la Martinique, elle, en produit 200 000. La majorité des touristes qui fréquentent l'archipel de Guadeloupe provient de l'Hexagone et même s'ils partent en général très satisfaits de leur séjour et n'hésitent pas à revenir en Guadeloupe, notre destination n'est pas la seule à pouvoir leur offrir le même cadre et les mêmes activités. Le développement du tourisme en Guadeloupe passe sans conteste par la conquête de nouveaux marchés. Explication Anne-Elisabeth Arsène. La Guadeloupe est une destination loisir pour 65% des touristes. Cependant, 82% d'entre eux viennent de l'Hexagone. L'arrivée des liaisons entre les États-Unis et la Guadeloupe ouvre davantage nos frontières à de nouvelles clientèles. Je trouve très intéressant, effectivement, cet accord avec la Norvégienne, s'ouvrir sur un marché qui, autrefois, représentait 80% de notre clientèle, le marché nord-américain. Je crois que ça, c'est important, quand même, de se diversifier. Donc, quand je parle du marché nord-américain, donc je parle surtout du Canada, mais aussi des États-Unis et, dans une moindre mesure, de l'Amérique latine, hein, puisque nous avons une clientèle qu'on a souvent oubliée, c'est la clientèle latino-américaine. Nous avons, par exemple, une clientèle brésilienne qui a un fort pouvoir d'achat aujourd'hui et à proximité de nous, hein, donc c'est un marché de plus d'1 million d'habitants si je prends la région de l'Amapa. Hein. Nous avons le marché donc, de l'Argentine, le marché du Chili, donc c'est des pays intéressants puisqu'ils sont à contre-saison. C'est-à-dire que quand nous on est en basse saison, eux ils sont en haute saison. Donc ça c'est une clientèle qu'il ne faut pas oublier, la clientèle latino-américaine. La Guadeloupe dispose désormais d'une nouvelle valeur ajoutée. Le Memorial Act, considéré par ailleurs par le New York Times comme incontournable pour tout séjour dans l'archipel. On voit bien que ça y est, le Memorial Act a pris sa place dans le paysage guadeloupéen. Les visiteurs sont nombreux, tant les touristes que les résidents de la Guadeloupe. Vous avez pu le voir, vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes dans la saison touristique, donc on voit bien l'intérêt pour les touristes de venir visiter le lieu et leur émotion quand ils en sortent. Le secteur touristique est en plein essor.
Avec 3% de visiteurs nord-américains et 5% de Caribéens, notre destination attire. Mais attention à la concurrence régionale. Donc aujourd'hui, je trouve que la politique du CTIG, qui est véritablement le coordonnateur de la politique touristique, en collaboration avec les hébergistes, avec les transporteurs, cette politique porte encore des résultats très intéressants. Surtout qu'il faut savoir quand même que nous sommes dans un secteur d'activité excessivement concurrentiel. La concurrence se situe au niveau de la Caraïbe, il faut le savoir. Et vous avez quand même des destinations qui se débrouillent donc assez bien. Alors je prends juste comme exemple un pays comme Cuba, qui dans les années à venir risque de faire très mal à notre zone Caraïbe. Néanmoins, ça serait intéressant déjà, nous, d'anticiper et de préparer, une stratégie. D'accord. Surtout que ce marché est important, donc de toute façon, quel que soit le pays de la Caraïbe, on pourra toujours sortir notre épingle du jeu. Néanmoins, il faut être innovant. En matière d'infrastructure, la Guadeloupe doit rattraper son retard si elle souhaite rester compétitive. La création d'un hôtel 5 étoiles et l'amélioration des capacités d'accueil s'imposent. Direction maintenant la Martinique. Après 8 heures de débat houleux entre majorité et opposition, c'est hier soir que les comptes administratifs des ex-conseils général et régional de Martinique ont été votés. Des comptes finalement adoptés en déficit à hauteur de 7 millions pour le département et 79 millions pour la région. En Guyane, la nouvelle a surpris tout le monde. La ministre de la Santé a décidé de mettre sous tutelle le centre hospitalier de Cayenne. Marisol Touraine a par ailleurs purement et simplement écarté le directeur de l'établissement. Un administrateur a été nommé pour une mission de 6 mois. Comme ceux de Kourou et Saint-Laurent, l'hôpital de Cayenne doit faire face à d'importantes difficultés financières. La Guyane, où la ministre de l'Outre-mer, Georges Paul-Angevin, entame cet après-midi une visite de 48 heures. Passons maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous terminerons par le Paraguay, où le nouveau président de la FIFA s'est rendu, mais direction avant Cuba, où Fidel Castro a réagi aux déclarations du président américain durant sa visite à Cuba. C'est votre rendez-vous Caraïbes. L'ex-chef de l'État cubain Fidel Castro a pris la plume pour répondre à ce qu'il appelle les paroles sirupeuses du président américain Barack Obama, qui avait appelé à des changements dans le pays communiste lors de sa visite historique la semaine dernière à La Havane. Dans cette longue lettre portant le titre « Le frère Obama », l'ex-président cubain retiré du pouvoir depuis 2006 ironise sur le discours prononcé par Barack Obama le 22 mars dernier. Fidel Castro écrit que personne ne doit se faire d'illusions sur le fait que le peuple cubain renoncera à la gloire et au droit, à la richesse spirituelle acquise par le développement de l'éducation, la science et la culture. Bref, une façon d'annoncer que les changements désirés par le président américain ne seront pas pour demain. Fidel Castro précise que Cuba n'a pas besoin que l'Empire lui fasse cadeau de quoi que ce soit. Plusieurs médias d'État s'en étaient d'ailleurs pris à Barack Obama, soutenant que ses qualités d'orateur ne devaient pas faire oublier les nombreuses différences de vues entre les deux pays. L'ex-leader cubain Fidel Castro n'est plus apparu en public depuis juillet 2015, mais les médias officiels publient régulièrement des photos de lui recevant à son domicile personnalités et chefs d'État amis. Près de 2 tiers des Vénézuéliens pensent que le président Nicolás Maduro devrait partir cette année ou être destitué par un référendum de révocation, tandis que 29,3% des interrogés souhaitent qu'il reste au pouvoir jusqu'au terme de son mandat en 2019. Le Venezuela est durement affecté par la chute des prix du pétrole, sa principale ressource, et son modèle d'économie étatique peine à faire face à une inflation à 2 chiffres, couplée à une grave récession. De sévères pénuries allant du riz aux médicaments touchent la population. L'opposition, qui a remporté les élections législatives de décembre, accuse Nicolás Maduro de pousser le pays à la catastrophe en tardant à adopter des réformes et mène des actions diverses pour le destituer. Le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, est arrivé lundi à Asunción, capitale du Paraguay, première étape d'une tournée en Amérique du Sud, une région dont les instances ont été décimées par le scandale de corruption de la FIFA. La tournée débute à Asunción, siège de la Confédération sud-américaine de football, CONMEBOL,
qui est dirigé depuis 2 mois par le Paraguayen Alejandro Dominguez, lequel promet de rompre avec les pratiques corrompues du passé. Après le Paraguay, le nouveau patron du football mondial s'envolera pour l'Uruguay, la Bolivie, la Colombie, avant de participer au congrès de la FIFA en mai au Mexique. Lors du scrutin du 26 février, Infantino, proche de Michel Platini, a rallié les suffrages des 10 présidents des fédérations sud-américaines, un soutien symbolique car l'Amérique du Sud pèse 5 fois moins que l'Afrique ou l'Asie en termes de voix. Football toujours avec la Guadeloupe qui ira au 2e tour de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Et cela malgré la défaite des Guada Boys hier soir, 3-2 au Suriname. En réalité, les joueurs de Gérard Andy profitent du forfait général de Saint-Martin. Qualification également de la Martinique après sa facile victoire 4-1 contre la Dominique. Vainqueur 3-0 de Cuba, la sélection de Guyane fait aussi partie des qualifiés. Le prochain tour de l'épreuve se disputera au mois de mai. On parle toujours sport, mais cette fois de tennis. L'Open de Guadeloupe internationaux de tennis se déroulera du 4 au 10 avril prochain à Bas-du-Fort au Gosier. Les qualifications pour cette compétition très relevée débutent ce samedi. Christian Forbin, le président de la Ligue de tennis, nous en dit plus. Il est au micro d'Éric Pommier. Moi, je crois qu'on est à la 6e édition et donc forcément chaque année, le tournoi gagne en organisation. Et effectivement, cette année, nous avons donc, outre l'aspect sportif, priorisé l'accueil. L'accueil, d'abord avec, en ce qui concerne l'accueil des VIP, parce qu'il y a un salon VIP qui est complètement remanié. L'accueil du grand public avec toute une série d'animations mises au profit de ce grand public, en espérant en faire que le maximum de gens viennent. Notre slogan aujourd'hui, c'est de faire venir les gens, faire venir au village pour l'ambiance et rester pour le match. Alors sur le plan compétition, aujourd'hui on peut dire que ce tournoi fait partie intégrante du calendrier tennistique de l'ATP. Nous sommes très contents de nous apercevoir que les joueurs en général, tous viennent pratiquement et là nous avons plus de 150 joueurs qui sont inscrits. Nous avons la particularité d'avoir la chance d'avoir un joueur de renommée mondiale déjà puisqu'il s'agit du prodige américain Freeze Taylor qui sera là. Alors les qualifications qui se déroulent sur les cours de la Ligue Gaugusier sont ouvertes au public samedi et dimanche. Encore 4 jours avant la rentrée scolaire, tandis que les parents ont repris leurs activités habituelles hier, les enfants, eux, profitent encore des vacances de Pâques. Toute cette semaine, ils sont une trentaine à participer à un stage de découverte de la mer avec les animatrices de l'École de la mer. L'association propose des activités ludiques et pédagogiques aux enfants à l'aquarium du Gosier. Marion Bordier a rencontré une partie de ces heureux chanceux. Ils ont entre 5 et 7 ans et étaient une quinzaine à l'aquarium du Gosier. En stage à l'École de la mer, ces petits se sont émerveillés devant les oursins, les poissons-pierres, les méduses, les crabes et les requins dormeurs. Pendant ce temps, le groupe des 8-12 ans profitait d'une sortie en mer avec masque et tuba. L'objectif de ces activités, sensibiliser les jeunes à l'environnement marin. On va parler des déchets, on va parler des animaux marins, on fait des ateliers aussi sur les tortues, on va parler de... Bon là ils sont petits, mais ma collègue qui a des plus grands va faire des petites expériences chimiques. On peut leur parler de réchauffement climatique. Enfin, il y a plein de thèmes qui peuvent être abordés. On va parler d'un sujet avec les enfants et puis dans la discussion, ça va amener d'autres sujets. Voilà, c'est très diversifié. On va parler du matelotage, on va parler de la mer, c'est-à-dire leur faire aussi découvrir les différentes balises qu'on voit en mer. À travers des ateliers, des jeux, des sorties et des visites ludiques, les enfants s'éveillent et surtout s'occupent pendant les congés de Pâques. L'occasion pour eux d'apprendre et de découvrir tous les secrets de la mer. J'ai appris que des fois le diodon, quand il gonfle, s'il n'arrive pas à se regonfler, il meurt. Les langoustes, elles donnent un coup de queue pour enlever leur carapace. Et comme ça, elles laissent l'autre carapace à côté et une autre carapace va venir. Les petits curieux semblent ravis. Tous préfèrent passer leur dernière semaine de vacances à l'école de la mer plutôt que de rester chez eux, devant la télé ou avec la nourrice. Je suis contente d'être ici parce qu'il y a des poissons, des animaux que j'aime bien.
Les vacances scolaires sont souvent un vrai casse-tête pour les parents qui travaillent. L'école de la mer est alors une solution, d'autant plus que les enfants adorent. Quant au tarif, il reste raisonnable car les petits sont pris en charge de 8h30 à 17h. On a un tarif de base qui est de 49 € par jour, donc sur une semaine de 5 jours, 49 x 5, 245. Beaucoup de retours positifs. C'est vrai que quand un enfant sort de l'école de la mer, il veut souvent retourner, donc les parents demandent souvent c'est quand le prochain stage. Depuis l'année dernière, on a doublé nos effectifs puisqu'on avait beaucoup de demandes et on en a encore. Le programme de l'école de la mer séduit de plus en plus et s'annonce passionnant pour les jours à venir, avec notamment une initiation au paddle. Vient ensuite la découverte de la mangrove à Saint-Félix avant les jeux de plage. Et pour finir en beauté cette semaine riche en animation, une randonnée palmée dans le grand cul-de-sac marin. Je vous propose un point sur la distribution d'eau qui est perturbée dans les communes d'Anse-Bertrand et de Port-Louis jusqu'en fin d'après-midi en raison de travaux sur le réseau. À Moule, également des travaux sur le réseau eau brute dans la commune perturbent la distribution d'eau. Le retour à la normale est également prévu ce mercredi en fin d'après-midi. Toujours dans la commune de Moule, les zones d'Argeville, Bartel, Carrère, Gascon, Kerlory, Malesco, Matignon, Rousseau et Vieille-Case seront privés d'eau jusqu'en début de soirée. Pas d'eau dans certains robinets, mais de la pluie un peu partout cet après-midi. Pas de jaloux donc, côté météo. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier vous proposera de la natation synchronisée. Juste après, le JT de TF1 présenté par Jean-Pierre Pernaut reviendra sur la décision du président de la République française de renoncer à la réforme constitutionnelle sur la déchéance de nationalité. Après les informations nationales, petit secret entre voisins, votre émission de réalité scénarisée. Passez une bonne journée sur Alizé Guadeloupe. On se retrouve ce soir 19h pour un autre point sur l'actualité régionale.